Dans un instant, on est en compagnie de Maxime Bernier. On va parler de cette loi fédérale, C9, intitulée la loi visant à lutter contre la haine, qui a reçu la sanction royale. C'était le 18 juin 2026. Ben, c'était il y a quelques semaines. Sauf que, c'est ça, tout l'enjeu est là. Il y a Mark Carney, hier, qui a dit, aujourd'hui, cette fameuse loi visant à combattre la haine entre en vigueur. Donc, c'est maintenant que ça se passe. Et je cite le tweet de Mark Carney. Il dit « Des peines plus sévères pour les crimes motivés par la haine, une interdiction de l'affichage public de symboles de haine, de nouveaux outils pour arrêter quiconque tente de vous intimider ou de bloquer l'accès à votre lieu de culte, parce qu'au Canada, tout le monde devrait pouvoir être qui il est et pratiquer le culte de son choix ouvertement, librement et en sécurité. » Donc, peut-être qu'à première vue, on se dit, une loi visant à lutter contre la haine, c'est merveilleux, ça va nous protéger, on est tous pour la vertu. Mais si on gratte un petit peu, là, puis qu'on va essayer de voir un petit peu entre les lignes, est-ce qu'il y a un risque pour la liberté d'expression? Par exemple, si on exprime certaines réserves sur peu importe, là, par exemple, sur ces idées-là, juste des expressions qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, est-ce qu'on pourrait se retrouver à être catalogué dans des appels à la haine alors que ce n'est pas de l'appel à la haine? Donc, bref, on va parler de ça. Je sais qu'il y a des conservateurs qui s'étaient manifester contre ce projet de loi, qui avait peur de certaines dérives. Et il y a aussi Maxime Bernier qui a fait des sorties publiques pour nous dire que non, il faut faire attention à ça parce que dans les faits, ça vient brimer justement cette liberté d'expression. Il est avec nous en studio. Bonjour Maxime Bernier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Ben oui, comment vous réagissez finalement à cette, maintenant c'est en vigueur, cette loi visant à lutter contre la haine? Oui, ça nous inquiète. Ce qui nous inquiétait le plus, c'est la définition de haine. C'est ça. Et je dois dire qu'il y a une bonne nouvelle là-dessus quand même, parce que le Parti populaire et d'autres défenseurs des droits et libertés ont fait une campagne assez intense pour demander au gouvernement de changer la définition de haine pour qu'elle soit plus restrictive. Et ça a lieu. La définition est différente. Mais ça n'empêche pas qu'on a encore peur en ce qui concerne la liberté d'expression. D'ailleurs, le barreau du Québec s'est exprimé aussi là-dessus. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est qui va décider c'est quoi un propos haineux. Et là, dans le projet de loi, le changement important qu'on fait à la législation actuelle, c'est-à-dire que c'est les corps policiers, c'est-à-dire que c'est la police qui va décider si on poursuit quelqu'un pour un crime haineux ou pas. Normalement, lorsqu'on fait des poursuites criminelles, c'est le procureur général d'une province qui va regarder, qui va décider de poursuivre ou pas. Là, le procureur général n'est pas dans le portrait. La police peut aller à une manifestation, par exemple, devant un culte, par exemple, devant une mosquée, où des gens peuvent manifester normalement pacifiquement. Je vous donne l'exemple la plus flagrante qui est arrivé dans l'Ouest canadien, où il y avait une mosquée, on faisait un appel à la prière le vendredi. Les gens s'opposaient à ça, mais avec ce projet de loi en vigueur, si des gens vont faire une manifestation pour s'opposer à l'appel à la prière publique le vendredi, il risque que la police va être là et la police peut décider d'arrêter des gens, d'interroger des gens et de poursuivre des gens sans qu'un procureur général ait un mot à dire. Et donc, c'est une dérive vers un État autoritaire et c'est ce qu'on a peur. Et dans le projet de loi, et dans la loi qui a été approuvée, qui est en vigueur maintenant, ça n'a pas changé. Et donc... Donc, il y a une espèce d'ambiguïté, une fenêtre qui fait que ça pourrait être quelque chose d'un peu subjectif. Bien, absolument. Et je vous donne un autre exemple. Vous savez, on a parlé en ce qui concerne les écoles autochtones au début du siècle. Les pensionnats, oui. Les pensionnats, où on disait qu'il y avait un génocide qui avait été établi à Kamloops, en Colombie-Britannique. Et moi, sur X, j'ai dit qu'il n'y avait pas eu de génocide, qu'on n'avait pas trouvé le corps de supposément 215 autochtones qui auraient été tués. Et il y a une chef autochtone de la Colombie-Britannique, il y a 2 mois, qui a dit qu'elle allait déposer une plainte à la police pour mes propos haineux. Je suis chanceux parce que le projet de loi n'était pas en vigueur. Mais aujourd'hui, avec un projet de loi en vigueur comme ça, je risque, en tant que politicien ou n'importe quel Canadien, pour des propos qui sont contre les propos établis ou contre la norme ou quelqu'un qui veut juste s'exprimer, parce que la liberté d'expression est là pour protéger des discours qu'on n'aime pas. C'est ça, la liberté d'expression, c'est pour avoir des
débat. Et là, bien moi, je vous dis que les gens sont à risque de s'exprimer parce qu'ils peuvent avoir une plainte, ils peuvent avoir une interrogation de la police et ça peut finir avec des poursuites. Donc, le projet de loi est en vigueur et pour moi, il n'y a pas seulement que ce projet de loi C8 qui est en vigueur, il y a l'autre projet de loi qui a été aussi en vigueur, le C9, qui est la cybersécurité selon le gouvernement. Mais moi, je pense que c'est une guillotine en ce qui concerne notre liberté sur les réseaux sociaux. Par exemple, dans ce projet de loi-là, le projet de loi C9, la cybersécurité, bien, ce qui arrive, c'est que le ministre, un ministre peut décider de vous couper de votre Internet en appelant un fournisseur d'Internet sans vous donner aucune raison et vous n'avez pas le droit de le dire publiquement que vous avez perdu accès à l'Internet. Donc, c'est mettre au silence, c'est brimer la liberté d'expression de citoyens et ça peut arriver parce que c'est le ministre lui-même qui décide et sans passer par un mandat, sans avoir une approbation d'un juge et ça, c'est très dangereux pour la liberté d'expression en ligne. Et mettez ensemble ces deux projets de loi-là, bien, c'est une attaque contre la liberté d'expression. Et il y a certains qui vont dire, OK, mais il y a des éléments qui sont quand même importants, puis que ça a quand même du bon sens. Tu sais, quand on parle de symboles, tu sais, il y a des symboles nazis ou des choses comme ça, les nœuds coulants, on peut comprendre que ça embarque ça dans des symboles de haine, mais vous dites, ça va au-delà de ça. Là. Ça, c'est, on peut, à la limite, c'est sûr qu'on comprend ça. C'est vraiment quelque chose de haineux, mais la fameuse zone grise dont vous parlez, certains vont dire, bien, vous exagérez, on n'ira pas là, vous faites du capital politique avec ça. La réalité, c'est vraiment pour protéger les discours haineux. Vous ne croyez pas à ça? Non, mais la réponse à ça, elle est basée sur l'expérience en Angleterre. Ce projet de loi-là est semblable au projet de loi, à la loi en Angleterre. Et en Angleterre, on a des arrestations que la police fait. En moyenne, 10 arrestations par jour pour ce que les citoyens ont écrit sur les réseaux sociaux. Donc, c'est l'interprétation que la police en a fait en Angleterre. Ici, on a donné tous les pouvoirs à la police. Et vous avez une manifestation à Montréal devant une mosquée et vous avez un signe ou un propos sur une pancarte qui est un propos haineux, que vous n'aimez pas la religion, l'islam, eh bien, vous pouvez être arrêté par la police, interrogé et poursuivi. Mais dans une société libre et démocratique, on a le droit d'exprimer nos opinions, même si c'est des opinions qui sont basées sur de la fausseté, qui sont des opinions qui incitent la haine. Mais la vraie haine dans le code criminel, c'est inciter la haine et qui va faire en sorte qu'on ait un acte de violence. Et là, c'est les propos qu'on vise. On va un peu plus loin. Et moi, je dis qu'on a dans le code criminel une définition de haine depuis des années. On n'avait pas besoin de ce projet de loi-là. C'est ça, c'était suffisant, que c'était déjà encadré quelque part. Si on fait un appel à la haine, si on vise spécifiquement des individus en fonction de leur orientation sexuelle, de la couleur de peau, c'était déjà sanctionné. Et menacer ces gens-là physiquement, ça existe dans le code criminel. Là, on a élargi cette définition-là et pour laisser l'interprétation à la police et non pas à un juge. Et je veux revenir, il y avait cette histoire, donc vous en avez parlé d'entrée de jeu, c'était dans l'Ouest canadien où il y avait, c'était nouveau, donc une mosquée qui avait décidé de faire des appels à la prière. Donc là, avec des haut-parleurs, on fait des appels à la prière. Ça mettait mal à l'aise des gens qui disaient, attention, là, il n'y a aucun problème qu'il y ait des mosquées, les gens peuvent aller prier, c'est très bien, on protège le droit de culte et le droit de pratiquer sa religion, ça va de soi, mais là, d'aller avec des haut-parleurs, certains ont manifesté cette idée qu'ils n'étaient pas d'accord avec ça. Et là, vous dites ça, juste de mentionner ça, ça pourrait faire en sorte que vous vous retrouvez devant les tribunaux. Oui, d'aller manifester devant cette mosquée-là et dire ce que vous croyez personnellement, que pour moi, c'est de la provocation. On n'est pas dans un pays musulman. Les gens sont ici, devraient s'intégrer. Ils ont le droit de pratiquer leur religion en privé, mais là, on impose sur la place publique leur religion à une majorité qui ne pratique pas cette religion-là. On va trop loin en ce qui concerne la liberté de religion et si vous allez manifester, bien, c'est un risque. Ce qu'on dit à la population, c'est tenez-vous tranquille chez vous, allez pas manifester, exprimez pas vos opinions et on ne vit pas dans une société démocratique lorsqu'on empêche le débat. Et c'est ça l'impact, d'après moi, que ce projet de loi va avoir.
Mm-hmm. Et parlons de cette liberté d'expression. C'est souvent un peu galvaudé, la liberté d'expression, mais dans les faits, diriez-vous qu'au Canada, aujourd'hui, à l'heure où on se parle en 2026, on est en régression ou c'est comme il y a quand même un espace pour qu'on puisse débattre? Moi, je pense que c'est une régression qui existait même avant. Durant la COVID, par exemple, il y a des gens qui exprimaient des propos différents des propos de la majorité et ils ont eu la visite, moi j'ai des cas précis de la police pour des propos qu'ils ont dit sur Internet. Quelqu'un avait écrit sur Internet durant la COVID que M. Legault, pour ce qu'il fait, devrait aller en prison. Bon. Et cette personne-là a eu la visite de la police chez elle. Donc, on le voit, on a une dérive de la liberté d'expression. On la restreint de plus en plus pour essayer de faire en sorte que notre société soit... qu'on débatte moins des idées dans la société. Et ça, c'est très néfaste. Mm-hmm. Olivier Guillet, une question? Oui, mais en fait, de ce que je comprends, parce que moi, je vois souvent les policiers, on dirait marcher sur des œufs. Hein? Oui. Et ça ne donne pas justement plus d'options aux policiers, parfois dans certains contextes qui sont très pointilleux. Cette fameuse interprétation-là, il y en a toujours, je pense, dans certains cas. Mais justement, là, je parle ici, par contre, on parle souvent de racisme, là, que les policiers ne sont pas capables d'intervenir. Mais c'est parfois dans certaines manifestations, là, on parle ici de l'islam, de tout ce qui est religion, c'est pas bien, justement, de pouvoir distinguer les extrêmes parmi cette fameuse manifestation-là? Mais la police n'avait pas besoin de ce projet de loi-là pour agir comme ça. Vous pensez? Absolument pas. Les corps policiers n'ont pas demandé ce projet de loi-là. Ce projet de loi-là est issu de l'islamophobie qu'on est en train d'inventer au Canada. Et on a déposé ce projet de loi-là, mais la police n'a jamais demandé pour ça. Elle avait déjà les pouvoirs pour arrêter quelqu'un qui pourrait être violent lors d'une manifestation pacifique. Mm-hmm. Mm. Donc, bref, mais avez-vous l'impression que les citoyens, puis même nos politiciens, se battent pas assez? Tu sais, on tient ça un peu pour acquis, tu sais, la liberté d'expression, mais qu'on ne mesure pas à quel point c'est important dans une société. Oui, c'est important pour avoir des débats. Il ne faut pas se censurer soi-même. Les gens ont peur, des fois, d'exprimer leur opinion, mais il ne faut pas avoir peur d'exprimer notre opinion. Avec le débat, lorsqu'on débat, bien, ça fait en sorte qu'en bout de ligne, la clarté devient de plus en plus présente et on peut faire des compromis. Mais là, actuellement, avec ces projets de loi-là, il y en a 2 là, qui sont en vigueur. Puis il y en a encore 2 autres qui sont devant le Parlement qui touchent à la liberté d'expression. C8, C9 sont en vigueur. Cybersécurité, moi, je dis qu'on veut... un politicien peut faire en sorte de vous enlever l'accès à Internet puis faire en sorte que si vous êtes un opposant d'un politicien, si vous êtes un journaliste qui écrit contre un politicien ou contre un parti politique régulièrement, bien, sans aucun motif, vous pouvez voir votre accès à Internet limité. Donc, je vous dis, oui, effectivement, il ne faut pas prendre pour acquis notre liberté d'expression. Il faut se battre pour préserver cette liberté-là. Et moi, j'ai des gens qui vont m'insulter à cause de mes positions politiques, mais ça fait partie de la vie politique. Êtes-vous un petit peu seul dans votre bateau ou vous avez l'impression quand même qu'il y en a d'autres avec vous qui se battent pour ça? Non, mais les politiciens aujourd'hui, vous ne voulez pas être un politicien, vous êtes mal vu. Écoutez, les vendeurs de taux usagés ont plus de crédibilité que les politiciens aujourd'hui. Les politiciens vous disent qu'est-ce que vous voulez entendre durant la campagne électorale. Le lendemain, la plupart du temps, ils font le contraire. Ils suivent des sondages et c'est normal que les politiciens n'aient pas la cote d'amour qu'ils aimeraient avoir. Nous, au Parti populaire, on fait de la politique, on dit les vraies choses et on pense qu'on a raison, basé sur des faits. Puis, si la population n'est pas d'accord avec ce qu'on dit, bien, c'est parfait. Mais moi, je n'essaierai pas de changer ma position politique pour plaire à quelqu'un. Les gens le savent. Si vous appuyez le Parti populaire, c'est ce que vous allez avoir. Mais aujourd'hui, les politiciens ont perdu de la crédibilité à cause de leur façon d'agir actuellement et de ne pas dire les vraies choses. On a un déficit énorme. On est en stagflation au Canada. Les jeunes ont de la misère à se trouver de l'emploi et on ouvre les portes encore à l'immigration de masse. Donc, il y a plein de problèmes au Canada qu'on ne veut pas discuter. On ne veut pas discuter les vraies réponses et la population, je pense qu'elle en a soupé de ça. Mais Maxime Bernier, vous mentionnez que vous faisiez insulter parfois puis que ça fait partie de la vie politique. Sur les réseaux sociaux, si quelqu'un vous dit « on veut vous mettre en prison »,
Est-ce que vous aimeriez que quelqu'un ait cogné à sa porte puis... Non, absolument pas. Non? Je veux qu'il ait le droit de le dire. Absolument pas. Puis je vais lui demander pourquoi vous n'aimez pas les propos. Dites-moi qu'est-ce que vous n'aimez pas dans mes politiques. Parce que nous, on est le seul parti. Vous allez sur notre site, partipopulaireducanada.ca. Nos politiques sont là. C'est les mêmes politiques depuis 8 ans. On ne change pas. On ne fait pas de sondage. Donc, si vous voulez voter contre le Parti populaire ou pour le Parti populaire, bien, faites-le en toute connaissance de cause. Allez lire notre plateforme et on ne changera pas. Okay. Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Au revoir.